Bonjour à chacune d'entre vous. Merci d'être là aujourd'hui, devant votre écran certes, mais bien présente. Merci de prendre du temps pour vous, pour partager avec d'autres mamans ce que vous vivez. Merci à Marie-Laure Bouchard et à l'ECH pour leur confiance. Merci aux équipes qui organisent sur place cette journée. Merci à Emmanuel Riblier de compléter mon témoignage. Étant sourde, j'entends mal ma voix. Je vais essayer de ne pas parler trop vite. Le thème de notre journée est « Mon enfant est différent. Quel chemin pour moi ?» Avant de partager avec vous ce que m'inspire cette question, je vais me présenter et évoquer mon fils Samuel, porteur lui aussi d'un handicap. Je suis née sourde avec plus de 80% de perte auditive, ma mère ayant eu la rubéole au début de sa grossesse. Dès l'âge de 2 ans, j'ai commencé une rééducation orthophonique. Elle a duré jusqu'à la fin du collège. Je travaillais aussi ma voix avec une phoniatre. J'ai été appareillée pour la première fois à l'âge de 7 ans. À cette période, les bébés et les jeunes enfants n'étaient pas appareillés comme c'est le cas aujourd'hui. Mes parents ont fait le choix de l'oralisme plutôt que de la langue des signes. J'ai été scolarisée en milieu entendant, de la maternelle au bac, dans la même école privée, suite au refus de l'école publique du quartier. Puis j'ai suivi des études d'économie à la fac. Apprendre à parler, à lire sur les lèvres, à comprendre les informations sonores en utilisant au mieux mes capacités auditives grâce à mes appareils, ont représenté des heures et des heures de travail avec mon orthophoniste et ma mère. Je n'ai pas eu les loisirs des enfants de mon âge. Peu à peu, j'ai appris à compenser ma surdité en développant d'autres sens et d'autres capacités, comme le regard, le toucher, l'observation, la concentration et la persévérance. Comme toute personne malentendante ou sourde, je dois faire inlassablement les mêmes efforts pour comprendre et communiquer. Ma compréhension des informations sonores et des paroles de l'interlocuteur est fragile, souvent perturbée par des éléments extérieurs, comme une personne qui parle vite, met sa main devant la bouche, ou a une belle barbe, une conversation en groupe, un lieu bruyant ou mal éclairé. De plus, ce n'est pas parce que je suis appareillée que je deviens une personne entendante. Je peux entendre quelque chose, mais mal interpréter les messages sensoriels, confusion de sons, mots qui m'échappent. Donc, mal comprendre ou ne pas comprendre ce qui se dit. Enfin, ma voix étrange amène parfois des remarques désagréables ou des incompréhensions. Par exemple, quand je parle trop fort et que je donne l'impression d'être en colère. De même, mon absence de réponse ou ma demande de répéter peut susciter un regard interloqué ou agacé et une remarque maladroite. Ces regards et ces paroles sont parfois difficiles à accepter. J'ai appris à vivre avec ma surdité, soutenue par la compétence et l'exigence bienveillante des professionnels. Et aussi, bien sûr, grâce à l'accompagnement sans faille et les encouragements de mes parents, de ma sœur et de mes frères, sans oublier la famille au sens élargi et les amis. Puis, plus tard, grâce à l'amour et au soutien de Dominique, mon mari, et de nos 3 enfants. Dominique et moi, nous nous sommes mariés en 1980. 3 enfants ont agrandi notre foyer. Samuel qui a 39 ans, Florent 36 ans et Hélène 33 ans. Samuel est donc l'aîné de la fratrie. Naissance difficile, puis il a bien grandi en taille et en poids. Il était aussi hyperactif, toujours aux aguets,
très réactif au bruit, angoissé par les changements de lieu ou de rythme. Ses pleurs étaient longs à calmer. Face à nos interrogations et à nos premières inquiétudes, le pédiatre se voulait d'abord rassurant. « C'est votre premier enfant, cela va s'arranger. » Puis, il nous a adressé au CMPP où Samuel a commencé des séances de psychomotricité. Il avait 3 ans. Mais nous n'avions pas toujours de diagnostic précis. Les médecins consultés avaient des avis différents. Psychose infantile, retard de développement, troubles envahissants du développement. C'était une période où l'autisme était mal connu. Dans ce contexte, comment aider et accompagner au mieux Samuel? Nous étions démunis, mais nous allions nous battre. Et je savais tout ce que cela signifiait. Un nouveau parcours de combattant s'annonçait avec ses rendez-vous médicaux, ses séances de rééducation, ses efforts sans cesse recommencés, ses moments de doute et ses moments de joie aussi. Nous voulions préserver au mieux un cadre chaleureux et familial, sécurisant pour Samuel, mais aussi pour Florent et Hélène. Après ses années de maternelle et son CP à l'école du quartier, Samuel a été rejeté par le système scolaire. Il a intégré un EEP, puis un hôpital du jour, jusqu'à ses premiers stages professionnels. Puis, se sont succédés de nombreux contrats d'avenir, de courte durée, coupés de longs moments à la maison. Période difficile pour Samuel, qui a persévéré et réussi un concours lui permettant d'être fonctionnaire de la ville de Paris. Il travaille dans une bibliothèque et exerce le métier qu'il souhaitait. Depuis 6 ans, il vit dans un foyer de l'Arche. Il revient à la maison 2 week-ends par mois et dîne régulièrement avec nous. Samuel a été suivi par des pédopsychiatres, des orthophonistes, des psychomotriciens et des éducateurs. Avec certains psychiatres, le contact a été difficile, car selon leur thèse, tout venait d'une mauvaise relation mère-enfant. Comme je suis sourde, c'était du pain béni pour eux. Je culpabilisais beaucoup et je perdais confiance en moi. Mais heureusement, une bonne collaboration avec d'autres a été possible et bénéfique pour Samuel comme pour nous, ses parents. Aujourd'hui, les professionnels confirment le diagnostic du trouble du spectre autistique sans certitude toutefois sur son origine. Samuel a grandi à son rythme, avec des périodes de progrès et d'autres plus calmes, peut-être les plus longues, surtout quand il progressait à l'extérieur et qu'il régressait en même temps à la maison ou inversement, comme un effet de balancier. Il a acquis une relative autonomie, tout en ayant besoin d'être accompagné pour la vie quotidienne et la gestion de son budget. Samuel a demandé et demande encore beaucoup de temps, de disponibilité et d'énergie. Il focalise l'attention sur lui, parfois au détriment de son frère et de sa sœur ou de notre vie de couple. L'organisation de la vie familiale tourne inévitablement autour de lui, mais sa présence est aussi source d'enrichissement. Et la tribu, élargie avec l'heureuse arrivée de Sorouche, puis de Camille, les conjoints d'Hélène et de Florent, reste soudée. Après avoir travaillé à temps partiel jusqu'aux 4 ans d'Hélène, j'ai pu faire le choix d'arrêter ma vie professionnelle. Je me sentais épuisée, avec l'impression tenace de mal faire tout ce que je faisais auprès de Dominique et des enfants. Mais j'ai gardé des activités hors de la maison, dans les associations de parents, et puis le catéchisme, puis l'aumônerie des jeunes et le soutien scolaire, sans oublier le comité de rédaction d'Ombre et Lumière. Avec Dominique et d'autres familles, nous travaillons depuis 10 ans sur un projet d'habitat inclusif sous forme de résidence accueil
pour des adultes qui, comme Samuel, ont une autonomie insuffisante pour vivre seuls, mais pour qui l'hébergement dans un établissement médico-social n'est pas adapté. Cette résidence va enfin ouvrir début 2022. Abordons maintenant le thème qui nous réunit ce matin. Mon enfant est différent. Quel chemin pour moi? Ce mot est au pluriel parce qu'il n'y a pas un chemin, mais des chemins. Parce que tout à chacun trace son propre chemin. Pour tous, la vie n'est pas une autoroute avec ses panneaux indiquant la direction à prendre pour filer tout droit sans se tromper. Pour nous, maman d'un enfant différent, nos chemins reflètent tout ce que nous avons mobilisé et mobilisons encore et pour toujours pour avancer malgré tout. Je vous propose un itinéraire autour de quelques thèmes qui me paraissent intéressants à isoler. D'abord, l'étape fondatrice qui est l'annonce de l'handicap de notre enfant, puis la mise en route de parcours de combattants qui s'impose à nous. Ensuite, au fil du temps, l'importance de tracer son propre chemin, tout en faisant preuve de souplesse et en évitant d'être trop idéologue, car il faut oser changer de direction ou prendre un chemin à contre-courant, ou encore avancer malgré un terrain friable. Autre question à se poser au long cours, comment déceler et discerner ce qui ralentit mes pas, ou au contraire ce qui me donne de l'élan. Et enfin, comment trouver son chemin en famille dans ma vie spirituelle. Nos chemins bifurquent quand nous apprenons que notre enfant est porteur d'un handicap, avant ou lors de sa naissance, ou au lot de ses premiers mois, ou plus tard, à la suite d'une maladie ou d'un accident. C'est un choc violent, brutal. Le sol se dérobe sous nos pieds. Cela peut être aussi une nouvelle douloureuse à encaisser, mais qui apporte enfin un diagnostic plus précis. Je pense aux premières années de Samuel, à nos interrogations, à nos inquiétudes. Les médecins avaient des avis si différents. Comment aider au mieux Samuel? Comment trouver les beaux leviers? Quelle direction prendre? C'était pour nous un chemin de broussailles. Après cette période de l'annonce et la prise de conscience progressive de son impact, nous avons toutes été entraînées vers le monde du handicap, inconnu parfois, vers lequel personne ne va spontanément, qui peut faire peur, où nous avons appris à nous diriger. Nous nous sommes mis en route pour un parcours de combattants. Si j'ai renoué avec les multiples rendez-vous médicaux, les nombreuses séances de rééducation, les recherches d'informations d'établissements les mieux adaptés pour Samuel, en tant que parent cette fois-ci. J'étais en terrain connu, mais le chemin restait escarpé, avec ses obstacles à franchir et un cap à tenir. Aider au mieux Samuel, en trouvant les beaux appuis. Au fil du temps, comment tracer son chemin? Avancer pas à pas. Cela ne veut pas dire tout réussir, mais plus modestement, être en mouvement, essayer, recommencer inlassablement, même quand les progrès espérés ne sont pas là, quand tout semble vain. Et aussi apprendre à renoncer à certains projets. Quand je regarde en arrière, je me rends compte que les périodes sans progrès apparent ne sont pas des moments où ce qui a été fait était inutile. Ce sont des temps de germination. Le grain jeté en terre ne porte pas son fruit en un jour. À chaque saison, la nature nous le rappelle. Je pense aux médecins qui nous affirmaient qu'après la puberté,
les progrès de Samuel seraient quasi inexistants. Pour eux, tout se jouait non pas avant 6 ans, mais avant 14-15 ans. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Tous les apprentissages se sont étirés dans le temps. Samuel a progressé à ce rythme, au-delà de nos espérances, et il continue encore de déployer ses capacités. Quand Samuel avait 10 ans, j'ai choisi d'arrêter mon travail. Décision difficile à prendre. Je culpabilisais de ne pas réussir à concilier vie familiale et vie professionnelle, ce qui était dans l'air du temps et apparaissait comme incontournable pour être épanoui. Mais je ne voulais pas pour autant me polariser encore plus sur Samuel. Je me suis investie dans le secteur associatif, pas uniquement dans le domaine du handicap. J'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai élargi mon horizon. J'ai aussi trouvé des forces pour continuer à vivre ma vie, même si elle n'était pas comme je l'avais imaginé. Cette décision a été bénéfique pour notre couple et pour nos 3 enfants. Quand nous nous sentons mieux, cela rejaillit sur ceux qui nous entourent. Les chemins sont souvent balisés pour un enfant porteur d'un handicap et il faut parfois oser en sortir pour rechercher une solution plus adaptée. Ainsi, en présence de Samuel qui avait 8 ans et a tout entendu, un médecin de la Côte-Rep, l'ancêtre de la MDPH, me conseille vivement de le confier à des professionnels qui sauront s'occuper de lui et de me consacrer à Florent et à Hélène, car Samuel ne fera pas de progrès significatif. Heureusement, nous ne l'avons pas écouté. Un autre épisode. À la suite de l'EMP, Samuel devait être orienté de manière quasi automatique en IEP Pro. Or, c'était une solution inadaptée, car Samuel était malhabile et ne savait que faire de ses 2 mains. Avec Dominique, nous avons dû batailler pour obtenir une orientation en hôpital du jour qui s'est révélée bénéfique. Quelques années plus tard, au moment où commençaient les stages professionnels, Samuel devait à nouveau choisir entre électricité, jardinage, restauration. Pourtant, il manifestait son désir de travailler dans le domaine du livre. Mais ce n'était pas dans les habitudes des professionnels. Nouvelle bataille à ses côtés pour qu'il obtienne des stages en librairie, maison d'édition, bibliothèque. Finalement, il a obtenu gain de cause. Et ses nombreux stages et contrats d'avenir lui ont permis de réaliser son rêve, travailler dans une bibliothèque de la ville de Paris. Aujourd'hui, nous traversons une période de turbulence et d'inquiétude liée à la pandémie, une période de vulnérabilité planétaire. Pour Samuel, la perte brutale de son rythme, de ses repères, de ses rites, sont source de grande angoisse. Sans oublier les règles de distanciation sociale, nécessaires mais violentes pour lui, qui a tant besoin de contact physique, câlin, baiser, main dans la main. Pour moi, le port du masque renforce mon handicap. Je ne peux plus m'appuyer sur la lecture labiale, ni sur les expressions du visage. Et tous les jours, je dois expliquer à mes interlocuteurs masqués que je ne les comprends pas et m'adapter à leurs réactions, qui vont de l'indifférence, ou plutôt de l'incompréhension à l'énervement, avec heureusement des moments d'empathie. Qu'est-ce qui ralentit ma marche, ou au contraire me donne de l'élan? Comme vous toutes, j'ai parfois l'impression de faire du surplace et de marcher avec des cailloux dans mes chaussures. Ces cailloux, ce sont les regards et les paroles qui blessent. La violence du handicap, surtout quand notre enfant souffre ou traverse une période de découragement ou de crise. Heureusement, mes pas comme les vôtres se font plus légers, avec un regard bienveillant, un sourire, une main tendue,
une oreille attentive, un moment de répit, de détente, un progrès tant espéré ou inattendu. J'ajouterai aussi, et surtout, la confiance sans faille de Samuel, qui oblige son entourage, son appétit de vivre, sa confiance d'avancer malgré les obstacles et les échecs, nous entraîne tous à sa suite. Avec Dominique, nous avons toujours été solidaires. Quand il travaillait, j'ai assuré la présence quotidienne, le planning et le suivi des divers rendez-vous médicaux et des démarches administratives. Dominique venait toujours au rendez-vous du bilan. Le week-end et pendant les vacances, il prenait le relais pour des balades, visites de musées, matchs de foot, commentés et recommentés à l'infini. Ensemble, nous avons partagé nos inquiétudes, nos espoirs et le désir d'aider chacun de nos enfants à s'épanouir au mieux. Nous avons aussi veillé à avoir des moments privilégiés avec Florent et Hélène. Grandir aux côtés d'une maman et d'un frère porteur d'un handicap ne va pas de soi. Samuel accaparait inévitablement notre énergie et l'attention autour de lui. Des interrogations et des souffrances pas toujours exprimées surgissent. Chacun devait trouver son propre chemin. Petit à petit, Florent, notre cadet, a tissé des liens de complicité avec son frère et ils ont partagé des passions communes. Il est devenu le frère protecteur, soucieux de laisser à Samuel sa place d'aîné dans la fratrie. Pour Hélène, le chemin a été plus douloureux. Samuel n'était pas tendre avec sa petite sœur. Il l'impressionnait avec sa grande taille, ses gestes saccadés, ses rires nerveux et sa violence plus ou moins contenue. Nous avons essayé de l'accompagner au mieux, de ne pas la culpabiliser face à sa colère et à sa révolte. Après une cohabitation prudente, leurs relations sont maintenant apaisées et confiantes. En adoptant vite Samuel, Sorouche, le mari d'Hélène, a été un bon appui. De fait de ma surdité, je suis fatigable, devant toujours et toujours fournir les mêmes efforts pour comprendre et communiquer. Mon handicap a forgé ma persévérance, ce qui a été bien utile. Il m'avait appris combien nous avons besoin les uns des autres pour avancer. Une vie familiale colorée par le handicap est une aventure exigeante et difficile. Elle peut exploser en plein vol, mais elle peut aussi être belle et joyeuse. Elle ouvre notre regard et notre cœur sur les différences et les fragilités. Tracer son chemin et reprendre souffle. Méditer, prier, me tourner vers Dieu me sont indispensables pour reprendre souffle. Je me souviens des mots du Père Christian Maillas. Dans la prière, je me pose, je dépose, je me repose, je m'expose. Des passages de la Bible, des prières, des lectures m'inspirent et m'encouragent. Comme ce passage du livre du Deutéronome où il est écrit que chaque matin, par un peu plus d'ouverture et de fermeture, nous pouvons choisir entre la vie et la mort. C'est le verset 15, chapitre 30. Choisir entre oser la rencontre et l'inattendu pour avancer et faire avancer, ou nous replier sur nos peurs pour nous protéger de l'autre qui nous paraît menaçant. Il y a aussi les paroles de Jésus adressées à ses disciples comme à nous aujourd'hui. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Avancez au large et jetez vos filets pour la pêche. Jésus nous encourage. Mais comment avancer quand je me décourage? Cette belle prière de Marc Aurèle m'a souvent aidé. Seigneur, donne-moi la force pour accepter ce qui ne peut être changé,
le courage pour changer ce qui peut l'être, l'intelligence pour discerner l'un de l'autre. Chaque année, je suis attentive au temps de l'Avent et du Carême, ces chemins qui nous mènent vers Noël et vers Pâques. Ce sont de précieux moments pour lever la tête quand les jours filent à vive allure et que nous sommes happés par les impératifs du quotidien. Ce sont des temps offerts pour repérer ce qui nous empêche d'avancer sereinement. Maintenant, aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, que pouvons-nous faire pour avancer sur nos chemins? Je vous propose des pistes que j'ai faites miennes au fil du temps. Ne pas ruminer ces problèmes, ceux de notre enfant et de notre entourage familial. Ne pas les nier non plus, car le déni est pire que tout. S'appuyer sur les soutiens inconditionnels de nos proches et amis et se souvenir de ce proverbe yiddish. Pour tomber, on se débrouille seul, mais pour se relever, la main d'un ami est nécessaire. Être à l'affût des lits d'écoute pour ne pas s'isoler. Se faire aider par des thérapeutes si nous en sentons le besoin. En se faisant du bien, on fait du bien aux autres par ricochet. Hiérarchiser nos priorités, car nous ne pouvons pas tout faire. Il faut savoir déléguer et se donner des moments de répit. Accepter de ralentir le pas pour ne pas être épuisé, car il y aura toujours quelque chose d'urgent à faire. Garder en tête quelques petites phrases qui redonnent du courage dans les moments difficiles, comme par exemple cette phrase de Christian Bobin. C'est toujours par le plus petit côté que les grandes choses arrivent. En fin de journée, prendre le temps de se souvenir d'un geste, d'une parole, d'un moment qui nous a fait du bien. Ce sont des petites pépites qui nous font avancer. Certes, nos chemins sont semés d'embûches, mais nous y trouvons des forces que nous allons déployer pour avancer malgré tout. Si nos fragilités peuvent nous freiner, elles peuvent aussi nous entraîner à sortir de notre cercle familial pour aller plus loin, à faire un pas de plus vers ceux qui sont à la marge ou au bord du chemin. À chacune d'entre vous, je souhaite de trouver les ressources et les appuis pour aller de l'avant. Et pour terminer, j'évoque Sœur Emmanuelle qui nous invite à prendre la vie comme elle vient et nous dit « Vivre, à quoi ça sert ? À aider d'autres à vivre, à s'aider mutuellement à vivre. » Je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Bonjour à chacune d'entre vous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en vrai et en même temps pas comme d'habitude. Quelle que soit votre météo intérieure du jour, aujourd'hui, en ce moment, vous vous offrez une pause, une escale, un temps pour vous. Et moi, j'ai envie de vous dire bravo pour ce temps et surtout pour ce qu'il vous a demandé en amont comme anticipation, comme organisation et comme énergie. Pouvoir s'arrêter, ça demande de l'énergie et c'est pas si simple. Mon enfant est différent. Cette première partie du titre de la réflexion qui nous est proposée est le reflet d'une réalité fondatrice et d'une réalité douloureuse de votre vie. Cette différence, cette maladie, cette fragilité, ce handicap, ils se sont imposés, soit avant la naissance, soit juste après, soit quelques mois ou quelques années plus tard. Ça a pu être ou un coup de massue ou l'enchaînement de découvertes progressives, successives, mais de toute façon, quelle qu'en soit la modalité, il y a eu une effraction dans votre vie, dans votre cœur de mère, dans votre cœur de parent, il y a eu une effraction
un avant et un après. Et je voudrais vous lire juste quelques lignes d'un livre que j'aime beaucoup de Martin Stephens qui s'appelle « La vie en bleu » et qui ressemble pour moi à ce que beaucoup d'entre vous, vous vivez. Imaginez que vous êtes à un concert d'un grand pianiste. Toute la ville s'est déplacée. Le pianiste exécute merveilleusement plusieurs nocturnes de Chopin. Toute la salle semble fondre au fur et à mesure que les mélodies se font plus incandescentes. Mais soudain, un enfant âgé de 4 ou 5 ans fait irruption sur la scène. L'enfant veut faire comme le monsieur. Il court à petits pas vers le piano et il se met à taper allègrement sur le clavier. L'assemblée est stupéfaite. Que peut faire le pianiste et qu'allons-nous faire à sa place? Souvent, on aurait envie de dégager l'enfant d'un coup de coude pour le renvoyer à ses parents. Nous n'acceptons pas que quelque chose qui s'appelle l'épreuve vienne faire dissonance dans notre existence. Mais serions-nous plus sages en laissant l'enfant promener ses doigts malhabiles sur le piano? Serions-nous plus avancés si, en craignant son caprice, nous nous contentions de le regarder faire? Pas plus. L'épreuve que symbolise ici l'enfant veut qu'on l'affronte, non qu'on se laisse confondre par elle. Or voilà que le pianiste a le geste qu'il faut, il trouve le geste qu'il faut. Son bras passe derrière l'enfant. Et à partir des dissonances que celui-ci introduit, il se met à improviser une nouvelle mélodie. Mélodie qui réclame donc du pianiste plus de génie et de talent que l'exécution parfaite de la partition. Vous êtes ce pianiste. Vous êtes ce virtuose. L'accueil de cette épreuve fait de vous, a fait de vous, fait régulièrement de vous des virtuoses de la vie. À la suite de ce titre de réflexion qui nous est proposé, je voudrais vous partager quelques petites idées et dont je vous demande vraiment, pour lesquelles je vous demande la plus grande indulgence, parce que certaines rejoindront des vécus qui sont en vous, et pour d'autres, vous allez vous trouver très éloignés de ce que je vous dis, en fonction des âges, en fonction de là où vous en êtes de votre chemin de vie. Mon identité ne se résume pas à être la maman de cet enfant fragile. Mon réel ne se réduit pas et ne se résume pas à ce que la vie me propose de découvrir avec lui et grâce à lui. Certaines d'entre vous peuvent se dire, oui, c'est gentil de dire ça, mais en même temps, la place imposante, voire envahissante que prend cet enfant fait que ces paroles résonnent un peu comme de la provocation. En même temps, c'est important de ne pas oublier que cet enfant n'est pas le tout de ma vie. Parce que, en ne l'oubliant pas, on fait un cadeau. D'abord, vous vous faites un cadeau à vous, première personne. Vous faites un cadeau à votre conjoint et vous faites un cadeau à vos autres enfants. Et par là même, vous faites aussi un cadeau à cet enfant plus fragile. Malgré les apparences, tous les projecteurs de ma vie ne sont pas centrés sur lui. Et bien sûr que cet enfant nous montre le cœur, mais ne doit pas être le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'était le cardinal Lustiger qui disait ça. La fragilité ou l'enfant fragile nous montre où est le cœur, mais il n'est pas le cœur. Si je m'interroge sur quel chemin pour moi, avec un grand point d'interrogation ou quelques points d'interrogation, je pense que c'est important, en amont, de s'interroger sur ma capacité actuelle à emprunter ces chemins. C'est très gentil de se dire quel chemin pour moi, mais comment je suis et en quel état, en quelle capacité je suis d'emprunter des nouveaux chemins. Ça demande de l'énergie qu'on n'a pas toujours. Je peux être dans une phase plus tonique, plus légère, plus confiante, mais je peux aussi être à un moment de ma vie où je suis KO, harassée, épuisée, déprimée éventuellement, maxi épuisée. Et du coup, c'est important de faire l'état des lieux. Alors faire l'état des lieux, ça suppose de le faire avec trois critères, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de bienveillance et aussi avec beaucoup de réalisme. L'un va avec l'autre. On ne peut pas être dans le réalisme si on n'est pas dans la bienveillance. Et cet état des lieux, c'est se poser des questions, de se demander où est-ce que j'en suis, par exemple face au sommeil, de façon très concrète. Est-ce qu'en ce moment, j'arrive à avoir un sommeil
à peu près récupérateur? Ou est-ce que je dors 4 heures par nuit? Ou est-ce que mes nuits sont systématiquement coupées par des appels de mon enfant? Ou est-ce que c'est l'angoisse qui me martèle ou c'est des cauchemars? Bon, quel est l'état des lieux? Comment je me sens? Le sommeil est quand même la clé de beaucoup de récupération psychique pour chacun d'entre nous. Et quand ce sommeil est attaqué, d'une façon ou d'une autre, c'est important de se dire « je fais quoi avec ça ?» Où est-ce que j'en suis avec ma fatigue? Est-ce que je suis ingérable tellement je suis crevée? Est-ce que je suis d'une humeur de dogue du matin au soir? Est-ce que je surréagis? Ce qui arrive à chacun d'entre nous, et ce qui est quand même le signe d'un petit warning qui dit que j'ai peut-être dépassé certains de mes seuils, certaines de mes limites. Où est-ce que j'en suis dans ma capacité à continuer à prendre soin de la femme que je suis? Est-ce que je me dis qu'aller faire la moindre séance de shopping, c'est même pas en rêve? Non seulement parce que j'en ai pas le temps, mais parce que je n'en ai plus l'envie. Et ça, c'est quand même très différent. Ne pas en avoir le temps, c'est frustrant, mais en même temps, on se dit le jour où je pourrai, où j'aurai une petite échappée, je vais foncer parce que fondamentalement, j'ai envie d'un pull gai, d'un pull joyeux. Et ce pull joyeux, c'est pas de la futilité, c'est le petit truc, le petit détail qui va me permettre de repartir un peu plus tonique. Et donc cette capacité à prendre soin de moi, est-ce que quand je me regarde dans la glace, j'ai envie de faire demi-tour droite tout de suite, ou est-ce que je me dis c'est important, continue à faire attention à ta ligne, à tes cheveux, au fait que tu as des valises sous les yeux. Tout ça, ce ne sont pas des détails qui seraient des conséquences inéluctables de la fatigue liée à la situation de mon enfant. Tout ça, c'est des choses importantes par rapport, un, à moi, la façon dont je me respecte, et deux, au regard que je porte sur moi, et trois, à ce que j'offre aux autres, à tous les autres. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, les questions peuvent continuer. La liste n'est pas exhaustive. Où est-ce que j'en suis par rapport à mon stress, par rapport à mon chagrin, par rapport à mes inquiétudes de l'avenir? Cette vue d'avion, elle a un seul but, c'est de nous aider à discerner quels sont nos besoins précis du moment, qui peuvent changer. Et c'est super bon de pouvoir les ranger, ces besoins, non pas pour dire « ça y est, je les ai vus, je les ai notés, je les ai identifiés, je les mets dans une armoire et on n'en parle plus », pour pouvoir au contraire se dire quelle priorité se met en route. Il y a des besoins qu'on peut avoir qui sont vraiment importants, mais il y en a peut-être d'autres qui vont être prioritaires dans le temps, aujourd'hui, dans la période que je vis. Et donc, se donner l'autorisation de créer cette priorité et de lui donner du sens. Parce que ce qui aura du sens pour moi va me donner de l'énergie pour que je puisse mettre en acte certaines réponses, certaines nourritures à ces besoins. Après cette vue d'avion, la deuxième étape, c'est de se dire comment je vais prendre le temps d'identifier, de repérer ce qui me met en énergie, ce qui me met en joie, ce qui me met en fatigue, voire en colère, ou ce qui me met en tension. Qu'est-ce qui me fait du bien? Quel type d'activité me fait du bien? Quel type ou quelle modalité de rencontre, quel cadre de rencontre me fait du bien? Est-ce que la prière, c'est vraiment quelque chose qui me ressource? Super. Mais cette prière, est-ce que c'est mieux pour moi de la vivre seule ou de la vivre avec mon conjoint si c'est possible, ou de la vivre dans un groupe de prière des mères ou de la vivre dans un groupe de louanges? Qu'est-ce qui va être le plus adapté? Si j'ai besoin de faire du sport, est-ce que je vais me sentir mieux à aller faire 2 heures de marche rapide où je vais me défouler, où je vais avoir l'impression que je vais pouvoir lâcher beaucoup d'émotions négatives? Ou est-ce que ça va être infiniment plus bienfaisant pour moi d'être avec des amis, dans une salle de sport ou en tout cas ensemble à courir avec la dimension amicale qui va rejoindre la dimension sportive? On est chacune hyper différente. Est-ce que j'ai besoin d'une activité manuelle, d'une activité artistique, d'une activité intellectuelle? Est-ce que j'ai un besoin, mais absolument fondamental, d'aller suivre un cours en ligne sur n'importe quoi, de préférence, mais un cours en ligne qui va me nourrir intellectuellement? Vous voyez, le panel et l'échantillon est hyper varié parce qu'on est chacune différente. Et quand on se sent fatigué, usé et un peu au bout de certaines limites, c'est super important de prendre le temps de ce recul. Et c'est important de s'autoriser à se poser la question, de s'autoriser à prendre du temps pour réfléchir à ça, même si je me sens sous l'eau, harassée, et que ces questions, à certains moments,
me semble être du luxe pour des dames qui ont du temps devant elles. Peut-être que ça vous paraît très provoquant, mais il n'empêche que s'autoriser à se poser la question, c'est l'antichambre du jour où vous pourrez, peut-être plus facilement qu'aujourd'hui, vous apporter des réponses, ou laisser les autres vous apporter des réponses. Et cette vue d'avion, elle rejoint un besoin vital qui est le besoin de soupape. Quels chemins concrets vont être pour moi bienfaisants, source d'oxygène, source de tonus et source de renouvellement? La question fondamentale, c'est qu'est-ce qui va m'aider à lutter contre l'usure? Vous savez, l'usure, on voit des tissus qui sont de plus en plus souples à force d'être usés, et l'usure, c'est quand il n'y a plus que 3 fils ou 4 fils, 2 pour la trame, 2 pour la chaîne. Et la vraie usure, c'est quand il n'y a plus que 3 fils. Là, on n'en est plus à 4, on en est à 3, et puis de 3, on passe à 1. Et après 1, il n'y en a plus. Et en fait, il y a un trou. Et fondamentalement, comment je peux anticiper l'usure, sachant que je ne pourrai jamais lutter contre l'usure toute seule. C'est ce que tu as dit, Anne. On a fondamentalement besoin des autres. Et rechercher des soupapes, y réfléchir, les organiser, ne fait pas de moi une mauvaise mère, ne fait pas de moi une mère futile ou une mère qui serait dans la fuite ou dans l'évitement. Au contraire, les besoins, les miens, ceux de mon enfant, ceux de ma famille, les besoins varient, évidemment qu'ils varient selon l'âge de la famille, selon l'âge de notre couple, selon l'âge de notre enfant. Et puis intervient aussi dans l'évolution des besoins, l'évolution de notre enfant. Est-ce qu'il est en ce moment plutôt dans une phase de plateau, un peu stable, un peu équilibré, où je peux envisager, où on peut envisager d'alléger certaines dispositions médicales, certains soins? Est-ce qu'il est en phase de progrès? Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire et qu'il peut faire maintenant d'une façon plus simple, moins exigeante, où ça permet un oxygène? Est-ce qu'au contraire, sa santé s'abîme? Est-ce que du coup, ça exige des nouveaux aménagements scolaires, des nouveaux aménagements dans sa motricité? Est-ce que ça suppose qu'on mette en place des matériaux différents dans la maison? Tout ça nous montre qu'à situation nouvelle, besoin nouveau. Est-ce que, parce que là, il y a un nouveau fauteuil roulant qui ne rentre absolument plus, même si on s'y met à 15 en jouant au Tetris, qui ne rentre plus dans la voiture, on va être obligé de changer de voiture. Qu'est-ce que ça va impliquer en termes de budget? Toutes ces situations qui bougent, parce que la vie ne fait que bouger, nous amènent à nous donner l'autorisation de réévaluer nos besoins. Ce qui était vrai, ce qui était bon, ce qui nous semblait bien et équilibré, et ce qu'il était il y a ne serait-ce qu'un mois ou 2 mois, peut ne plus du tout être d'actualité et peut ne plus du tout coller. Et donc c'est vraiment important qu'on se dise, coller au réel, consentir au réel, c'est le suivre, c'est suivre les mouvances de ce qui bouge, de cette santé qui bouge, et c'est donc se dire, à situation nouvelle, besoin nouveau, et je commence par mes besoins à moi, non pas dans un égocentrisme tout à fait pas adapté, mais parce que si moi qui suis, entre guillemets, en charge, ou en tout cas en mission, en situation à la place de prendre soin de quelqu'un, en l'occurrence un de mes enfants qui est plus fragile, si en amont je ne m'occupe pas d'abord de mon besoin, ce n'est pas quand je serai sous l'eau que je vais pouvoir venir à son secours. Ensuite, je voudrais vous partager un petit warning sur la nécessité des personnes ressources. Le rôle des personnes ressources. Une personne ressource, c'est quelqu'un qui va, d'une manière ou d'une autre, être bienfaisante pour moi. Et c'est vraiment important de les repérer, de les chercher, pas toujours évident d'en avoir une sur le palier d'en face, et de les identifier. Cette quête de personnes ressources, elle est archi-légitime, quelle que soit notre vie. Mais elle est encore plus légitime, elle est encore plus nécessaire quand notre vie est dure, quand elle éprouve et quand elle use nos réserves profondes. Alors ces personnes ressources, elles peuvent se prendre corps sur des registres très différents, des registres spirituels, des registres psychologiques, des registres médicaux, des registres amicaux.
Ça peut aussi bien être un super psychiatre qui ne sera pas comme celui auquel tu faisais allusion tout à l'heure, qui était dans la violence. Ça peut aussi bien être quelqu'un qui, dans mon village ou dans ma ville, se rend compte que je galère beaucoup pour les courses et qui va me dire « on met en place un système de livraison et ça va être génial, vous allez voir ». Ça peut être les amis qui vont dire « alors maintenant, ce week-end, on est là, on ne veut plus vous voir, vous nous donnez vos transmissions, mais vous faites ce que vous voulez, mais on ne veut plus vous voir », et qui ne le fera pas qu'une fois, mais qui va mettre en route un réseau d'amitié pour que ça revienne régulièrement. Vous voyez, les personnes ressources, leur dénominateur commun, c'est d'être un baume pour tous les lieux en moi ou en nous, dans notre couple ou dans notre famille, tous les lieux qui sont à vif, tous les lieux qui sont soumis à une forme de violence, tous les lieux qui sont en moi un peu rabotés, un peu usés. Et le baume, sa mission première, c'est de cicatriser et d'aider à ne pas être à vif. Évidemment, je pense que c'est important, c'est même essentiel, de se demander quel est l'impact de cet enfant différent sur notre couple. Parce que quel chemin pour moi peut s'élargir aussi à quel chemin pour notre famille et quel chemin pour notre couple. Parce que dans notre couple, il y a notre couple parental qui fait face le mieux possible avec les jours de joie, les jours de découragement, les jours de ras-le-bol, les jours de fatigue. Mais il y a notre couple conjugal qui est en amont de ce couple parental. Ce couple conjugal, il a existé avant qu'on ne devienne parents et avant qu'on ne devienne parents de cet enfant. Et c'est important de ne pas oublier que la présence de cet enfant différent colore notre lien d'une manière tout à fait spéciale. Parce que chacun d'entre nous, on va être traversé par des émotions qui vont être différentes, qui ne vont jamais être au même moment, avec une disparité touchante. Il y en aura en général un qui sera à bord, l'autre sera au fond. Et c'est merveilleux parce que ça dit quelque chose de la richesse de l'alliance. Il y en a un qui sera dans une émotion de colère et l'autre qui sera au contraire très porté par une confiance. Donc nos émotions, elles vont se décliner avec des rythmes, des modalités, des intensités, en général assez contradictoires. Comment on fait pour qu'au sein de notre couple, ces différences soient une richesse et non pas une menace? Comment on fait pour que ces différences, qui sont normales, qui n'ont rien d'anormal et qui sont en rien l'amorce, l'annonce, l'antichambre d'un éloignement, d'une séparation possible, mais comment ces différences, on va les prendre à bras-le-corps pour qu'elles ne nous mettent pas en périphérie de notre lien, mais qu'elles nous ramènent au milieu. Et ça suppose d'avoir le temps d'en parler dans des endroits différents, d'avoir le temps de sortir de chez soi, de pouvoir se prendre une soirée, un week-end, une balade, 2 heures tous les seuls, un week-end entier, ça c'est un vrai luxe, pour pouvoir pleurer ensemble, mais pas des mêmes choses, pour pouvoir rire ensemble, mais des mêmes choses, et pour pouvoir retricoter l'admiration qu'on a pour son conjoint, parce qu'il est évident que la mère que je suis ou le père que je suis de cet enfant différent est attaqué dans son estime de lui. Il est évident que face à un enfant fragile, handicapé ou malade, on ne peut pas ne pas se poser la question « qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Qu'est-ce que je sais faire ? Qu'est-ce que je fais mal ? Qu'est-ce que je pourrais faire mieux ?» Et c'est bon de pouvoir se poser ces questions à la seule condition d'avoir à côté de soi ou en face de soi quelqu'un qui puisse nous tendre un miroir valorisant, qui ne sera pas un miroir d'illusion, mais qui sera, même les jours où tu te fiches en boule complètement, autant que moi d'ailleurs, ces jours-là, tu es la mère merveilleuse que tu peux être. Et même les jours où tu es un père qui est au bout du rouleau, qui est super énervé, super réactif et qui n'en peut plus, tu es le père merveilleux que tu es en étant de ton mieux. Et pour ça, je t'admire. Et il ne faut pas oublier que l'admiration, c'est un des grands ingrédients de la tendresse et que pouvoir se redire en couple son admiration pour le père ou la mère que l'on est, je pense que c'est quelque chose de vraiment important. Et pour finir, je voudrais juste vous dire que toutes ces ébauches de chemin auxquelles j'ai fait allusion, ces recherches de personnes ressources, ces recherches de qu'est-ce qui va être bon pour moi et qu'est-ce qui va être moins bon,
quels sont mes besoins du jour, quelles sont mes priorités. Toutes ces amorces de chemin convergent en fait vers un même but. Ce but, c'est être capable, ou rester capable, ou redevenir capable, de te regarder, toi, mon enfant, avec le même regard que ton Créateur, avec le même regard que ton ange gardien. C'est-à-dire, au-delà du regard de fatigue, d'énervement parfois, de colère qui n'est pas contre toi mais contre ta maladie, retrouver un regard d'admiration pour qui tu es, retrouver un regard d'admiration parce que tu es, et retrouver un regard d'émerveillement par tout ce dont tu es capable. Ce regard d'émerveillement, c'est me dire en permanence, H24, je peux m'enliser dans ce que tu ne sais pas faire, dans ce que tu ne peux pas faire, dans ce que peut-être tu ne pourras jamais faire, et en même temps, derrière tout ça, tu es capable de nous inviter, de m'inviter à me dépasser, à me décentrer, à grandir, et pour ça, je te dis merci.